invité Michel Hanouch, qui vient de l'Université du Michigan et qui est bien connu de nous tous pour un très grand livre sur Baudelaire et la caricature, livre tout à fait précieux. Puis, bien sûr, il faut ajouter un autre grand œuvre qui est l'édition du Journal de Delacroix en 2 magnifiques volumes publiés chez Corti. Et donc, son propos ce soir est intitulé « Justice et justesse, le spleen de Paris » de Baudelaire. Merci Antoine de cette introduction et surtout de m'avoir invité à participer à ce colloque. Alors, comme on a annoncé tout à l'heure, il y a une feuille avec les textes que je vais projeter d'ailleurs, mais si vous êtes comme moi, enfin, vous trouverez peut-être des caractères un petit peu petits, donc c'est pour ça que j'ai fait une feuille. Bon, alors, l'on pourrait prétendre avec raison que la dédicace à Arsène Housseyi, que vous avez sous les yeux, est le poème en prose le plus lu de Baudelaire. La pièce liminaire du spleen de Paris, qui n'est pas, à proprement parler, l'un des poèmes en prose, a acquis une célébrité extraordinaire, ceci dû à la théorie de lecture qu'elle exprime et qu'elle met en place pour le recueil qui suit, théorie qui lie un mode de lecture fragmenté, coupé, heurté, combinatoire à l'expérience de la grande ville. L'image du serpent haché en morceaux que vous avez dans le premier paragraphe, l'image du serpent haché en morceaux qui peuvent se rejoindre librement ou dont chaque tronçon peut exister à part, représente l'ouvrage lui-même qui n'a ni queue ni tête, où tout peut être à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement, et qui n'oblige pas le lecteur à suivre, je cite, le fil interminable d'une intrigue superflue. Baudelaire précise que ce miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience, cela évidemment de plus tard dans le poème, et le produit de la vie dans la grande ville, du spleen de Paris. C'est surtout, je cite, c'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Fin de citation. Dans cette communication, je tâcherai de démontrer que ce mode de lecture, destiné à un avenir glorieux comme formule de l'expérience moderne, doit beaucoup à une source peut-être inattendue, mais qui plane sur la dernière décennie de la vie de Baudelaire. Je veux parler du procès des Fleurs du Mal de 1857. Car le mode de lecture prescrit dans la dédicace reprend et dévoile celui pratiqué par les juges lors du procès et qui devait justifier la condamnation du poète. Comme vous savez, Baudelaire a été condamné à 300 francs d'amende et à la suppression de 6 des poèmes. Plus encore, ce mode de lecture libre, fragmenté, incohérent, sujet au hasard du caprice et des rencontres, convient, suivant la dédicace, à l'existence moderne, à la fragmentation du moi qu'elle comporte, à l'état de distraction qui lui est propre, et renferme par là même toute l'ambivalence que Baudelaire éprouvait vis-à-vis de la modernité. Cette approche nous permettra de mieux comprendre certains détails de la dédicace et plus encore le rôle de celle-ci dans le spleen de Paris. Évoqué dans la première et dans la dernière phrase de la dédicace, le thème de la justice encadre la dédicace. Au début, le poète fait appel à la justice par un double négatif qui s'insère dans une suite de négatifs plus lourds encore, ce qui ne peut qu'attirer l'attention du lecteur. Je cite, « Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire, sans injustice, qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout, au contraire, y est à la fois tête et queue, etc. »
C'est-à-dire qu'il serait juste de voir dans le recueil un certain ordre où chaque pièce est tête et queue, alternativement et réciproquement. Dans la dernière phrase, s'excusant d'avoir produit une œuvre tout autre que celle qu'il avait prise comme modèle, Baudelaire avoue que cet, je cite, accident ne peut qu'humilier profondément un esprit qui regarde comme le plus grand honneur du poète d'accomplir juste ce qu'il a projeté de faire. Fin de citation. On a maintes fois signalé l'ironie de ce juste que Baudelaire a mis en italique comme pour en afficher le sens double. D'un côté, juste au sens de justesse, d'exactitude, comme dans le mot juste, le poète voulant que son œuvre soit la juste expression de ce qu'il avait projeté de faire. D'un autre côté, juste au sens d'à peine, tout juste, la montre d'humilité traduisant un idéal du diminutif approprié à de petits poèmes en prose. Mais ce juste renvoie aussi à l'injustice de la première phrase de la dédicace et doit donc rappeler le thème de la justice qui y est évoqué. Examinons brièvement les détails du jugement. Je cite, « Attendu que l'erreur du poète dans le but qu'il voulait atteindre et dans la route qu'il a suivie, quelque effort de style qu'il ait pu faire, quel que soit le blâme qui précède ou qui suit ses peintures, ne saurait détruire l'effet funeste des tableaux qu'il présente au lecteur et qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur. » Fin de citation. Ce langage répond directement à une question posée par l'avocat de Baudelaire dans laquelle il affirmait les intentions morales du poète. Je cite, « Est-ce que, ça c'est l'avocat de Baudelaire, est-ce que sérieusement ces intentions peuvent être douteuses? Est-ce que vous pouvez hésiter un instant sur le but qu'il a poursuivi et sur la fin qu'il s'est proposée ?» Fin de citation. Comme on voit, les juges ont accepté les intentions morales de Baudelaire, lui attribuant seulement, comme ils avaient fait dans le procès de Flaubert 6 mois auparavant, une erreur de jugement. Plus encore, ils ont affirmé le caractère moral du livre lui-même, signalant, comme vous voyez, le blâme qui précède ou qui suit ses peintures. Mais ils ont estimé que ce caractère moral ne suffisait pas pour contrarier l'effet des pièces immorales. Je cite, « Quel que soit le blâme qui précède ou qui suit les tableaux incriminants, ceux-ci auront nécessairement un effet nuisible par la seule force de leur réalisme grossier qui l'emporte sur la morale qui s'y trouvait quand même. » Ce raisonnement est très différent de celui qui a prévalu dans le procès de Madame Bovary. Là, la défense avait prétendu que le procureur impérial avait cité des fragments du roman, tandis qu'en les replaçant dans leur contexte, en restituant ce qui précède et ce qui suit vos citations, comme il a dit, on arriverait à une interprétation morale du livre. Les juges avaient accepté cet argument, admettant la moralité du but de Flaubert et l'acquittant en conséquence, tout en critiquant la crudité de la représentation. Plus encore, ils avaient affirmé que cette moralité générale du roman l'emportait sur la représentation gratuite de l'immoralité chez certains personnages ou dans certaines scènes. Dans le cas de Baudelaire, au contraire, la force de la représentation immorale était censée prévaloir non seulement sur les parties morales, mais encore sur la morale que l'œuvre dans son ensemble contenait en effet. Cette indifférence à l'égard des intentions de l'auteur et de l'intégrité de l'œuvre d'art était très problématique.
La défense avait rappelé, à la lumière de tous les exemples précédents, qu'une condamnation pour outrage à la morale publique dépendait des intentions de l'auteur. On a dit, ce qu'il faut pour condamner, c'est le cynisme grossier, c'est une brutalité calculée et volontairement dangereuse. Les arguments en faveur des intentions de l'auteur avaient suffi pour acquitter Flaubert, et même avant les frères Goncourt. Comme nous avons vu, les intentions morales de Baudelaire n'étaient pas en question. En effet, c'est sur cette base que, plus tard, le ministère a réduit l'amende de Baudelaire, notant, je cite, « la bonne foi et la droiture des intentions de l'auteur », et qu'en 1949, on a réhabilité le poète, la Cour ayant estimé que les juges de 1857 avaient reconnu les bonnes intentions de celui-ci. De même, l'intégrité de l'œuvre d'art avait toujours compté pour beaucoup dans les jugements. En se défendant, Baudelaire avait insisté, je cite, que plusieurs morceaux non incriminés réfutent les poèmes incriminés. Un livre de poésie, toujours Baudelaire, un livre de poésie doit être apprécié dans son ensemble et par sa conclusion. Fin de citation. En acceptant les intentions morales de l'auteur et le caractère moral du livre en général, tout en le condamnant en raison de l'immoralité des scènes particulières, les juges suggéraient que le fragment l'emportait sur l'ensemble, que l'intention tombait devant l'immédiateté brute du choc littéraire, que des moments atomisés étaient trop forts et annulaient le blâme qui précède ou qui suit, pour emprunter les termes du jugement, c'est-à-dire le sens communiqué par une séquence narrative. Ces principes sont ceux d'une lecture parfaitement baudelairienne, telle que cette dernière est exposée dans la dédicace à Houssaye. Alors, je retourne à la dédicace. L'image du serpent haché et peut-être à repenser dans le cadre de ce que Baudelaire appelait son livre mutilé, la condamnation ayant exigé que 6 poèmes des Fleurs du Mal soient enlevés au recueil déjà publié. Lorsqu'il affirme dans la dédicace que chaque fragment peut exister à part et qu'on peut couper où l'on veut, car il n'assujettira pas le lecteur au fil interminable d'une intrigue superflue, il reprend l'argument des juges qui avaient critiqué l'effet funeste de pièces précises malgré ce qui précédait ou suivait, séquence qui aurait nuancé, voire contredit, cet effet funeste en y portant du blâme. Comme le lecteur évoquait dans la dédicace, les juges ont affirmé qu'on pouvait couper où l'on veut. Cette question, si importante au procès, la citation des fragments hors de leur contexte, se transforme dans la dédicace en une pratique de lecture imposée par les conditions fragmentées, variées et excessives de l'existence dans les grandes villes. Enfin, l'humiliation du poète qui, sujet aux accidents, comme il dit, comme les habitants des villes, produisit quelque chose de différent de ce qu'il avait projeté de faire, est un commentaire ironique sur l'idée de l'intention de l'auteur. Le mot « juste » mis en italique à la fin serait une allusion à la justice qui, comme nous avons vu, a refusé les intentions de l'auteur, quelque effort de style qu'il ait pu faire, ont-ils dit, au profit de l'effet de l'œuvre ou de certaines parties de l'œuvre elle-même. Dans ce contexte, la dédicace prend sa place dans la série de préfaces que Baudelaire a commencé à rédiger pour l'édition des Fleurs du Mal de 1861.
celle qui devait suppléer à l'édition mutilée et poursuivie, comme il appelle l'édition de 1857, par l'ajout des poèmes traitant de la ville, les tableaux parisiens. Commencé en 1860, repris en 1862, puis en 1864 jusqu'à 1866, ces 4 projets de préface, dont aucune ne fut publiée du vivant de Baudelaire, entourent la rédaction de la dédicace, parue, elle, dans la presse le 26 août 1862. Les préfaces présentent les principes esthétiques du poète en évoquant explicitement les questions soulevées lors du procès. En les lisant avec la dédicace, on peut dire que la justice est en ces années au cœur de l'idée de la ville chez Baudelaire. Dans les préfaces, il parle de la moralité de l'œuvre. Il écrit « Ce livre essentiellement inutile et absolument innocent ». Il évoque le public visé comme on avait fait lors du procès. Il écrit « Ce n'est pas pour mes femmes, mes filles ou mes sœurs que ce livre a été écrit, non plus que pour les femmes, les filles ou les sœurs de mon voisin ». Il critique ceux qui prennent la représentation pour la réalité. Il écrit « On m'a attribué tous les crimes que je racontais ». Il prétend qu'un malentendu avait conduit à la poursuite et à la mutilation de son livre. Ces références ouvertes au procès, dans des préfaces destinées à un livre qui offrira la nouveauté d'une section de poèmes sur Paris, se transformeront en la dédicace qui fera allusion plus subtilement au genre de lecture que les juges avaient exécuté et qui introduira également un recueil de poèmes parisiens. Le procès a donc mis en valeur, bon gré mal gré, les principes de lecture inspirés de l'expérience de la ville que Baudelaire devait si brillamment exploiter dans le spleen de Paris. Le lecteur flâneur, se promenant sans but dans le texte, se soumettant au choc momentané de sa lecture fragmentée, sans égard à ce qui précède ou ce qui suit, pour emprunter encore les mots du jugement. L'œuvre naissant d'un accident, comme les rencontres imprévues et le croisement des innombrables rapports dans les grandes villes qui en ont inspiré son idéal obsédant. Création indépendante, comme l'avaient aussi suggéré les juges, des intentions du poète. Les poèmes en prose figurent ces thèmes avec une ironie extrême, créant une abondance vertigineuse d'interprétations contradictoires, de registres stylistiques, de clichés, de discours parodiques et d'idéologies ambiguës, une multiplicité de voix poétiques et de subjectivité à prendre quand et comme on veut, faisant des poèmes l'espèce de marchandise et du lecteur l'espèce de consommateur qui sont tant mis en cause dans le texte. Les principes littéraires mis en valeur dans les procès précédents, et notamment dans celui de Flaubert, avaient été des principes classiques. L'œuvre jugée dans son intégralité, le lecteur interprétant correctement le message que cette œuvre communiquait. Les principes littéraires dont témoigne le procès de Baudelaire étaient au contraire résolument modernes. L'œuvre éclatée en fragments, produit du hasard, œuvre non narrative, ce qui convient à l'état de distraction dans lequel vit le citoyen de la grande ville. Dans le spleen de Paris, des allusions à la justice ne se trouvent pas seulement dans la dédicace. De même, la leçon du procès se manifeste ailleurs que dans la nouvelle pratique de lecture liée à la grande ville et à la modernité que la dédicace exprime. Le thème de la justice reparaît à plusieurs reprises dans le recueil même. L'on peut citer l'huissier de la chambre double qui vient torturer le poète au nom de la loi, brisant son rêve de béatitude et d'éternité. Ou bien
et là je vais avancer un peu, et ou bien la mention dans les dons des faits de la rapidité et du hasard des décisions de l'Assemblée des faits qui accorde les dons au nouveau-né. Mention qui ne peut que rappeler que son propre procès eut lieu, réquisitoire, plaidoirie et jugement, en une seule journée, à la différence de celui de Flaubert qui a pris 8 jours. Je cite les dons des faits. Je crois même qu'elle, les faits, regardait de temps à autre l'aiguille de l'horloge avec autant d'impatience que des juges humains, qui, siégeant depuis le matin, ne peuvent s'empêcher de rêver au dîner, à la famille et à leurs chères pantoufles. Si, dans la justice surnaturelle, il y a un peu de précipitation et de hasard, ne nous étonnons pas qu'il en soit de même quelquefois dans la justice humaine. Nous serions nous-mêmes, en ce cas, des juges injustes. » Fin de citation. L'ironie de cette dernière remarque, l'injustice consisterait en demandant au juge la justice au lieu du hasard et de la précipitation habituelle, peut être pleinement appréciée dans la phrase qui suit. Je cite, « Ainsi furent commises ce jour-là quelques bourdes qu'on pourrait considérer comme bizarres, si la prudence, plutôt que le caprice, était le caractère distinctif, éternel des faits. » Fin de citation. Et pourrions-nous ajouter des juges? Le hasard, le caprice, la bizarrerie, ces traits de la justice, ici et dans le procès, sont aussi des traits de l'existence dans la grande ville, ainsi que des traits d'une lecture moderne inspirée par cette existence, comme la dédicace nous l'exprime. À ces exemples, on peut ajouter la justice implacable rendue au comédien Foncioul par le prince dans une mort héroïque, et surtout celle rendue par le narrateur névrosé d'un des poèmes les plus importants du recueil, Le Mauvais Vitrier. Et vous en avez un fragment sous les yeux. Ce poème est fondamental car il répond à celui signalé dans la dédicace qui aurait inspiré le projet des poèmes en prose de Baudelaire, la chanson du vitrier d'Arsène Houssaye lui-même. Dans la dédicace, la chanson du vitrier de Houssaye est le modèle que le poète du spleen de Paris cherchait à recréer, mais dont il est resté bien loin, ayant finalement fait quelque chose de singulièrement différent, ce qui lui a empêché, je cite, d'accomplir juste ce qu'il a projeté de faire. Le Mauvais Vitrier est donc plus qu'un poème en prose parmi d'autres, c'est ce quelque chose de singulièrement différent relativement au modèle de Houssaye. C'est cette poésie nouvelle évoquée dans la dédicace, inspirée par la grande ville et faite pour la lecture accidentée, heurtée au hasard de la justice. Regardons de plus près ce poème très connu de Baudelaire. Dans la première partie, que je n'ai pas reproduite, le narrateur expose à titre général, philosophique, les mouvements subits, incontrôlables et inexplicables qui mènent les esprits les plus paresseux, les plus rêveurs, à des actes énergiques, capricieux, absurdes et parfois dangereux. Dans la seconde partie du poème que vous avez sous les yeux, il raconte, à titre d'exemple, l'histoire d'une impulsion hystérique ou satanique qui l'a poussé à un acte de cruauté gratuite. Apercevant de sa fenêtre un vitrier dont il entend le cri perçant discordant, comme il dit, le narrateur le prie de monter dans sa chambre du 6e étage. Le vitrier arrivé chez lui, le narrateur commence à lui crier « Comment ? Vous n'avez pas de verres de couleur, des verres roses, rouges, bleus, des vitres magiques, des vitres de paradis ?» Lui reprochant de n'avoir même pas de vitres qui fassent voir la vie en beau, le narrateur pousse le pauvre homme vers l'escalier,
puis lui jette du haut de son balcon un pot de fleurs qui le fait tomber et qui fait briser toutes ses vitres comme, je cite, un palais de cristal crevé par la foudre. Fin de citation. Le narrateur continue. Et ivre de ma folie, je lui criai furieusement « La vie en beau, la vie en beau ». Cette foudre qui brise le palais de cristal ambulant qu'est le vitrier est celle de Zeus, garant de la loi et arbitre de la justice. Ce narrateur qui demande des vitres roses, rouges, bleues, magiques, des vitres de paradis qui feraient voir la vie en beau, c'est la justice qui, dans le jugement des fleurs du mal, avait réprouvé, je cite, un réalisme grossier et offensant pour la pudeur, et les expressions obscènes et immorales des poèmes incriminés. Le mauvais vitrier, c'est le poète des fleurs du mal, dont les vitres poèmes ne sont pas roses magiques de paradis ou qui font voir la vie en beau, mais plutôt des vitres ternes qui reflètent l'ennui et montrent, je cite, la beauté dans le mal, comme Baudelaire l'écrit dans le premier projet de préface auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Plus encore, ce mauvais vitrier, à la voix perçante et discordante, est le poète des fleurs du mal, je cite, ce produit discordant de la muse des derniers jours, écrit Baudelaire dans le quatrième projet de préface. Ce qui est mis en scène dans ce poème déterminant, poème sur et de la ville par excellence, poème microcosme du recueil Le spleen de Paris, c'est le jugement bizarre et insensé de la justice sur les fleurs du mal, sur ces chansons à la voix discordante, comme celle du vitrier, sur ce livre miroir du mal au lieu de la vie en beau. Les effets du procès reparaissaient dans l'œuvre de Baudelaire plus souvent qu'on ne l'a reconnu. Il est évident que son article sur Madame Bovary, avec sa longue introduction élogieuse sur le goût éclairé et l'impartialité de la justice qui a acquitté Flaubert, est un commentaire ironique sur sa propre condamnation par la même cour pour les mêmes délits. Il est peut-être moins évident, mais à mon avis bien plausible, que la diatribe de Baudelaire contre la photographie dans le Salon de 1859 est une méditation sur la pornographie qui a une cause plus profonde que les seules photographies érotiques qu'il y évoque, d'autant plus qu'il n'y avait pas de photographies érotiques au Salon de 1859. Dans le compte-rendu violent de Baudelaire, la photographie est elle-même pornographique, inspirant un amour de l'obscénité, ce sont ces mots, qui ressemble à cette effronterie qui, selon le procureur impérial lors du procès, aurait été suscitée par les poèmes incriminés, et à cette excitation des sens condamnée par le jugement que vous avez déjà vu. Citons le texte sur la photographie du Salon. Baudelaire écrit « J'ai entendu une belle dame, une dame du beau monde, répondre à ceux qui lui cachaient discrètement de pareilles images, il parle des photographies obscènes, se chargeant ainsi d'avoir de la pudeur pour elle, donnez toujours, il n'y a rien de trop fort pour moi. » Et comme je l'ai signalé, les projets de préface des rééditions des Fleurs du Mal, dont les tableaux parisiens suppléés à l'édition mutilée et poursuivie de 1857, font allusion explicitement au procès. Pour revenir à la dédicace du spleen de Paris et pour conclure, cette préface des poèmes en prose parisiens fait allusion également, mais autrement, au procès, en reprenant, réinventant et remployant à des fins nouvelles le genre de lecture que les juges avaient fait en condamnant les Fleurs du Mal. Lecture sans égard ni à l'intention de l'auteur, ni au contexte des fragments, ni à l'intégrité de l'ensemble
ce qui avait prouvé à Baudelaire, comme il écrit dans le premier projet de préface, je cite, que ce siècle avait désappris toutes les notions classiques relatives à la littérature. Fin de citation. Cette lecture anticlassique est devenue celle qui, théorisée dans la dédicace, mise en œuvre et ironisée dans les poèmes en prose, correspond à l'existence fragmentée, insensée et accidentée des grandes villes, mode de lecture que nous appelons moderne. Je vous remercie. Merci pour cette relecture de ces textes comme allégorie du procès. Moi, j'ai une question aussitôt. Quand vous relisez ainsi le mauvais vitrier comme sorte d'allégorie de la réaction au procès, c'est la première personne qui prend la place du juge. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout, parce que... Enfin, pas du tout. Je pense que c'est un exemple de Baudelaire qui se dédouble, n'est-ce pas? Parce qu'il se représente dans le personnage du vitrier et en même temps dans le personnage du juge. Alors, pour moi, c'est un exemple du dédoublement de Baudelaire et donc pour exposer, si vous voulez, cet état des existences dans les grandes villes. Quels sont les indices de ce... Parce que dans Fanchoul, on a des indices du dédoublement. Et là, quels sont les indices du dédoublement? Alors, c'est à travers la métaphore qu'on trouve ça. Enfin, la métaphore du vitre de la vitre, par exemple, on ne peut pas lire ça sans penser à la longue tradition de la littérature ou de la poésie comme vitre, n'est-ce pas? Même chose pour le miroir. Même chose pour l'idée de la moralité de l'œuvre d'art, alors que Baudelaire dit à propos de son œuvre que c'est absolument inutile et innocent. Donc je pense qu'à travers la métaphore, on voit cet aspect du dédoublement de Baudelaire, alors qu'à travers une lecture plutôt transparente du poème, bien sûr, on le voit comme le juge. Bien. Vous n'êtes pas convaincu? Je dirais que on pourra en discuter longtemps. Qui veut intervenir?